Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les salons de VRT, le magazine des professionnels de la mobilité. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème de la transition énergétique appliquée aux autobus urbains et interurbains. Pour les autobus de demain, 3 technologies s'affrontent: l'électromobilité, le biogaz et l'hydrogène. Chacune de ces technologies possède son propre domaine de pertinence selon que l'on considère l'autonomie, le prix des véhicules, le coût des infrastructures ou encore le gain sur l'environnement. À l'heure où certains décideurs s'interrogent encore sur laquelle de ces technologies il conviendrait d'investir, des technologies qui de surcroît sont en plein développement, en pleine évolution, à l'heure également où la transcription dans le droit français de la directive européenne sur les véhicules propres risque de remettre en question la loi de 2015 dite TECV, Transition énergétique pour une croissance verte, loi qui finalement servait de référentiel jusqu'ici pour les choix d'investissement dans les réseaux. Il nous est apparu particulièrement opportun de pouvoir à nouveau faire le point. Avec nous, ici, ce soir, 3 représentants des constructeurs. Nicolas Dago, directeur commercial de HCI. HCI est une filiale et est le distributeur de la marque Carsan. Jean-Marc Boucheret, qui est responsable mobilité durable pour Iveco Bus. Et Vincent Lemaire, qui est le président du groupe Safra. Alors, selon une tradition bien établie dans nos conférences sur les bus ou sur les métros automatiques, vous allez disposer, messieurs, chacun de 7 minutes de manière à pouvoir présenter vos activités. Nicolas Dago, pour Carsan, vous aurez l'honneur de commencer. Bonjour à tous. Donc effectivement, Nicolas Dago, directeur commercial de la société HCI. Nous sommes implantés dans l'ouest de la France, plus exactement à proximité de Nantes. HCI est une société qui commercialise des véhicules depuis à peu près 35 ans, née en 1984. Donc des véhicules, une large gamme qui va donc des autocars effectivement et autobus. Nous sommes depuis 2019 filiale du groupe Carsan, qui est un constructeur turc. Avec lesquels effectivement aujourd'hui nous avons un partenariat assez solide. Ils ont 50% aujourd'hui effectivement de notre action, des actions du groupe. Notre société effectivement est certainement la plus petite présente aujourd'hui, parce que nous sommes une vingtaine de collaborateurs sur l'ensemble de la France. Nous avons une gamme plutôt dédiée mini et midibus et car, et aujourd'hui avec un accent plus prononcé sur l'électrique. 2 véhicules principalement distribués en France, donc le Geste électrique est une navette de 6 mètres et l'Attaque qui est un midibus de 8 mètres 30. Donc d'un côté effectivement 22 places et de l'autre côté donc un véhicule de 52 places. Alors forcément aujourd'hui on s'appuie sur le constructeur turc, donc Carsan. Carsan est une structure beaucoup plus importante, 1200 collaborateurs qui fabrique pour le compte des autres, c'est un fabricant automobile à la base, qui a fabriqué pour le compte de Renault Truck, qui fabrique également pour le groupe PSA, et qui fabrique depuis 2010 sa propre gamme de véhicules donc de transport urbain, qui va effectivement du 22 places jusqu'aux grandes longueurs, jusqu'aux 18 mètres. Ils se sont spécialisés, et ils se spécialisent leur stratégie vers l'électromobilité, avec une gamme qui est née en 2019, le Geste, donc le premier véhicule, en janvier 2019, et l'Attaque est apparue en septembre 2019. Ensuite, en tout cas, ils ont développé un autre véhicule qui est l'Attaque autonome, donc qui vient d'arriver effectivement dans notre gamme et dont la début de commercialisation est de 2020. Voilà pour les produits. On a aussi effectivement à terme un développement à partir en tout cas dans quelques semaines, on fera une annonce supplémentaire. Nous allons avoir effectivement un 12 mètres, un 18 mètres électrique qui arrive sur notre gamme. Voilà pour ce qui concerne notre entreprise. Les points forts aujourd'hui de nos véhicules, c'est effectivement une grande maniabilité. Ce sont des véhicules qui sont bien sûr 100% électriques, donc 100% propres, zéro émission, zéro bruit, qui sont des véhicules simples, des véhicules complets, industriels.
La grande force effectivement de Carsan étant effectivement le développement avec BMW de la partie traction plus batterie. Donc effectivement, Carsan s'est associé à BMW pour la fabrication de ces véhicules et le développement des batteries de nos véhicules. Voilà pour cette partie-là. Aujourd'hui, on a vendu, en tout cas en termes de vente, on a aux alentours de 200 véhicules depuis 2019. Donc 120 véhicules électriques, ça représente à peu près 60% de notre activité aujourd'hui. Et si on prend l'année 2021, on va avoir à peu près 80% de notre activité en électrique. Donc, ce qui donne aussi effectivement son sens, ou tout le sens effectivement du développement et de la stratégie électrique chez Carsan et donc chez HCI. Surtout, bien sûr, de produits. Hein, le véhicule le plus vendu pour nous est le Geste, hein, donc le Geste électrique. On est présent pratiquement dans toutes les villes en France. Notamment sur les zones ZFE, hein, puisque c'était la base de nos premières ventes et premiers volumes, sur la région parisienne, donc Île-de-France, et ensuite, gros développement aujourd'hui sur la région PACA. Donc avec plusieurs effectivement, positions stratégiques, nous sommes présents bien sûr sur Paris, présents à Nice, présents à Angers, présents sur tout le bassin effectivement méditerranéen, et avec un développement assez fort dans les mois qui viennent, sur d'autres acteurs, en tout cas sur d'autres marchés plus à l'est de la France et un petit peu en dehors de nos frontières. HCI vend des véhicules France métropolitaine, DomTom, Luxembourg, Belgique et Monaco. Voilà, c'est nos territoires de vente. Nous sommes présents également chez la plupart des gros acteurs du transport. Nous sommes référencés chez Transdev, référencés chez Keolis, RATP Développement. Chez Réunir pour la partie privée, en fait, nous sommes présents aujourd'hui chez tous les groupes, ce qui nous permet aussi d'assurer notre développement aujourd'hui sur ces produits, qui sont aussi les principaux acteurs de l'urbain, les principaux acteurs aussi de l'électromobilité, et ce qui nous donne effectivement cet élan et cette force pour continuer notre développement. Donc on s'assoit effectivement sur une politique produit assez forte, sur un développement effectivement assez fort également. L'entreprise a, ou en tout cas mise sur un service client assez important. On est une PME, hein, donc très clairement on n'a rien à voir avec nos confrères qui sont à proximité. On est une vingtaine de personnes à Nantes. Et là, 70% de notre effectif est lié au service client. Donc plutôt sur la partie technique, c'est donc tout ce qui va être SAV, pièces de rechange. L'idée pour nous, effectivement, c'est d'être très proche de nos clients, en tout cas le plus proche possible de nos clients, en fonction effectivement de là où se trouvent nos véhicules, et bien sûr, effectivement, pour avoir la meilleure qualité de service possible. On pense qu'effectivement, en tout cas, HCI pense que la meilleure solution pour pouvoir se développer est d'avoir un bon rendement sur ce niveau, ou en tout cas le meilleur service possible, et qu'on ait des véhicules qui roulent au maximum, 100% du temps, avec un taux de disponibilité au maximum. Voilà, c'est l'idée de notre groupe, l'idée de notre développement, ce qui nous donne raison aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, nous sommes filiales depuis 2019. Le début de commercialisation en réaction en thermique ou en électrique, c'est réellement en 2019, qui est une année de redémarrage pour notre groupe. Première année, grosso modo, avec 70 véhicules. On fait une année 2020 forcément un peu plus complexe avec le Covid. A l'inverse, effectivement, on a déjà triplé notre volume d'activité au mois d'avril 2021 et on a une perspective aux alentours de 150 véhicules cette année, de la marque Carsan uniquement, et avec à peu près 80% de véhicules électriques dans cette volumétrie. Voilà, ce qui assoit notre croissance aujourd'hui. Merci Nicolas Dago pour cette présentation. Jean-Marc Boucheret, vous avez maintenant la parole, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Donc pour Iveco Bus, effectivement, la transition énergétique a été entamée il y a bien longtemps. Comme vous avez pu le rappeler, Philippe, la transition énergétique maintenant se voit concrétisée dans les textes au niveau européen et donc dans tous les pays. La directive véhicules propres, effectivement, elle va permettre de faire rentrer davantage de véhicules électriques, de véhicules gaz et bio-GNV et les carburants alternatifs. Et de ce point de vue-là, nous sommes déjà outillés. À l'échelle européenne, nous sommes le producteur qui a vendu le plus de ces véhicules électriques et GNV l'an dernier, sachant qu'effectivement, le marché a été très affecté par
par la crise sanitaire dans les transports. Dans un marché qui perdait plus de 20 à 25% de ses immatriculations, le GNV était en hausse de 20%. Donc c'était un bon signe, et c'est aussi valable pour nos cousins constructeurs de poids lourds, Iveco, qui eux aussi ont vu leur vente croître. Grosso modo, nous avons aujourd'hui une offre complète en termes de véhicules à traction énergétique alternative. Ce sont les véhicules GNV, ce sont les véhicules hybrides, ce sont les véhicules électriques et, comme je disais, à traction alternative. Et on retrouve finalement les Urbanway, les Crealis pour le BHNS, les GX électriques, et puis pour les interurbains, ce sont les véhicules Crossway Low Entry ou Crossway Autocar, et puis aussi dans la nouvelle version qui a été lancée maintenant il y a un peu plus d'un an, en version GNV. Et cette version GNV, dès son arrivée sur le marché, a déjà eu la chance d'être reconnue avec plusieurs prix, le Sustainable Bus Award, et puis déjà on a vu aussi arriver l'intérêt des collectivités, les départements, les régions, puisque l'autocar GNV faisait déjà plus de 10% de part de marché l'an dernier en France. Au global, ce sont plus de 1200 véhicules GNV vendus l'an dernier en Europe pour nous, ce qui fait pour nous en fait un tiers des volumes de l'industrie européenne chez Iveco. Et comme je disais, pour nos confrères des poids lourds, c'est un poids lourd sur deux au GNV qui est un Iveco en Europe. Le marché de l'électrique, effectivement, est quelque chose d'intéressant. Il est en extrêmement grande croissance. La part de marché des bus électriques en Europe l'an dernier était de 6%, si je ne me trompe pas. Et de ce point de vue-là, nous avons tiré déjà notre épingle du jeu. Nous sommes numéro 1 français en termes de bus électriques. Mais le bus électrique, ça a une histoire un petit peu plus ancienne chez nous, non seulement à travers les trolleybus, mais aussi les bus hybrides. Les bus hybrides qu'on a lancés maintenant il y a 10 ans sont tous des bus à traction électrique. C'est bien le moteur qui fait avancer le véhicule, le moteur électrique. Et cette expérience-là, c'est ce qui nous a permis de nous lancer dans les bus, cette fois-ci toujours à batterie, mais sans moteur d'appoint diesel. Donc si je fais le total de ces ventes de bus à traction électrique, finalement, c'est aujourd'hui 2500 bus électriques qui circulent avec, d'une part, les Urbanway hybrides, les Crealis hybrides, les GX électriques et les GX hybrides. Donc nous sommes de ce point de vue aussi là le premier constructeur de bus à traction électrique en Europe en associant les hybrides et les électriques. Donc nous continuons ce développement avec d'une part une gamme complète, puisqu'on va commencer avec les gabarits réduits avec des 9,30 m de longueur, 2,30 m de largeur, le 137, le 137L, et puis les 12 mètres et les articulés, ainsi qu'en version BHNS. À travers l'Europe, les organisations en termes d'exploitation des bus électriques sont différentes. On sait bien qu'à Paris, on roule un petit peu plus lentement, et il y a des dépôts où va se faire la recharge de nuit. Donc on est sur des véhicules à recharge de nuit, mais dans des pays tels que la Hollande, qui est le pays numéro 1 pour les bus à batterie, on est sur des circuits beaucoup plus roulants, où on roule très régulièrement à plus de 30 km/h de moyenne. On est sur des cas d'usage où les véhicules vont faire 100 000 km par an. Et dans ce cas-là, on est sur des cas où on va se recharger par pantographe, mettre des batteries effectivement pour faire ces autonomies journalières est beaucoup plus intéressant à faire avec les pantographes. Donc là, nous avons aussi développé ces véhicules 12 mètres et 18 mètres à pantographe qui permettent de répondre à ces exploitations intenses. Et je cite l'exemple de Groningen et l'exemple de Trondheim en Norvège où nous avons vendu ce type de véhicule à usage très intense. Voilà pour ce qui est de nos développements en la matière. Merci beaucoup Jean-Marc, et c'est au tour maintenant de Vincent Lemaire. Je rappelle que Vincent Lemaire, vous êtes le président du groupe Safra. Bon, bonsoir à tous.
Donc effectivement, je préside cette entreprise, qui est une vieille entreprise française, née en 1956 en Occitanie, à Albi. Et c'est là que, en 2012, alors que nous étions jusqu'alors essentiellement des mainteneurs de véhicules, spécialistes de la grande rénovation des matériels de transport public urbain, des autobus, des trams, des métros, viennent chez nous pour être rénovés à leur mi-vie. En 2012, je décide de lancer une stratégie d'innovation très ambitieuse à l'échelle de notre entreprise, puisque nous sommes encore une PME. Nous décidons donc de lancer la conception complète d'un autobus à traction électrique qui s'appelle le bus Innova. Voilà. Donc on l'a vraiment dessiné depuis la feuille blanche, avec cette idée de construire un véhicule modulaire, très évolutif en fait, pour qu'effectivement, au fil du temps, au fil de l'évolution de technologie, on sache s'adapter. Dès le départ, le bus Innova, donc à traction électrique, donc embarque un module énergétique dans lequel nous commençons par une solution hybridée. En 2012, c'était clairement le plus raisonnable. Mais dès le départ, le bus Innova, on envisage et on commence à dessiner une version hydrogène du véhicule. C'est clairement aujourd'hui l'axe stratégique privilégié par Safra. Nous croyons beaucoup dans cette technologie-là. C'est aujourd'hui, donc en 2018, on a vendu nos tout premiers véhicules version hydrogène, en version de 12 mètres, donc à Artois-Gohel, qui avait lancé un premier marché public en France, juste après Pau, pour ceux qui ont suivi cette histoire. Pau qui avait lancé un marché public sur des 18 mètres. Là, sur Artois, c'était des 12 mètres. Donc, voilà, on a gagné ce premier marché. On a aujourd'hui des véhicules qui roulent ici en Ile-de-France, à Versailles, avec Big Green et Keolis, également au Mans. Et là, nous sommes en train de finir la livraison des véhicules à Auxerre, pour continuer ensuite sur Toulouse, sur l'aéroport de Toulouse, et bien d'autres, puisque cette techno-là présente un certain nombre d'avantages et fait l'objet d'un engouement. Effectivement, il y a quand même un alignement de ces planètes politiques. C'est une techno qui a des avantages en termes de souveraineté de nos pays, qui permet effectivement, qui incite l'Europe, le gouvernement français. Vous avez entendu parler de ce plan du plan de relance et donc des 7 milliards consacrés à l'hydrogène. Alors tout n'est pas pour la mobilité, mais voilà. On a tout un écosystème qui est là aussi, avec des grands énergéticiens qui sont présents, des équipementiers de talent. Et dans le bus Innova, donc nous travaillons avec Symbio, qui fournit cette pile à combustible. La pile à combustible étant l'appareil qui transforme l'hydrogène gazeux donc en électrons. Un bus hydrogène, c'est fondamentalement un bus électrique. Qu'au lieu de mettre les électrons dans une batterie, on les fabrique au fur et à mesure de la journée. 10 heures de service et 300 kWh produits d'électrons, donc que nous consommons au roulage. Voilà. Donc on travaille avec cette pile Symbio. Symbio, c'est une co-entreprise de grands acteurs équipementiers automobiles, Michelin et Faurecia. Voilà, le tout sur une partie d'une start-up du CEA. Voilà. Ce sont des gens qui ont l'intention de produire des piles à combustible en masse, en particulier pour le marché du véhicule utilitaire. Vous avez peut-être entendu ces jours-ci parler de la stratégie de Peugeot qui met sur le marché, enfin du groupe Peugeot, maintenant Stellantis, qui met sur le marché un véhicule de la marque Opel, mais également l'expert chez Peugeot. Voilà. Nous utilisons dans le bus Innova la même pile que ce marché-là, parce que l'idée avec le véhicule hydrogène est bien d'aller vers une baisse des coûts. Il faut absolument que tout ça soit moins cher. Il y a beaucoup de techno dans un bus hydrogène. Donc on va y travailler, et effectivement en s'accrochant à ces marchés de masse, puisque là on parle de production en dizaines de milliers quand on est sur ce type d'équipement que peut-être une pile à combustible. Il y a pour nous beaucoup de pertinence. Alors l'avantage du bus hydrogène dans la ville, mais évidemment c'est un roulage zéro émission, on ne rejette que de la vapeur d'eau. C'est une exploitation facile puisqu'on retrouve la logique du plein de carburant en quelques dizaines de minutes. À Artois, les pleins se font en 15 minutes. Donc voilà. Et puis effectivement, les exploitants peuvent aller jusqu'à produire leur propre carburant sur le dépôt d'autobus. C'est aujourd'hui principalement comme ça que ça se fait. Il est en train d'arriver sur le territoire national et dans toute l'Europe
des usines d'hydrogène. Il y a des projets dans l'Ouest, il y en a un en Occitanie, donc avec des très gros électrolyseurs qui vont produire de l'hydrogène en masse, pour qu'effectivement aussi ce coût du carburant baisse. Puisqu'on parle en mobilité durable forcément d'hydrogène dit vert. Alors on n'utilise plus trop ce terme, on parle d'hydrogène décarboné, d'hydrogène renouvelable, donc principalement à partir de l'électrolyse, sachant que l'hydrogène jusqu'alors était quand même surtout issu du méthane, parce que l'hydrogène que produisait Air Liquide était surtout fait à partir de méthane et donc émetteur de CO2. Donc c'est pas ce qu'on vise dans la mobilité durable. On vise de l'hydrogène produit par électrolyse ou par d'autres technos à partir de la biomasse, voire effectivement par le méthane, mais en captant le CO2. Voilà. Donc c'est encore le tout début de l'histoire. C'est une filière qui est en plein démarrage, qui est soutenue par le gouvernement. Il y a des appels à projets là en cours. Il y a déjà eu deux dates de dépôt. Il en reste une en septembre. Et c'est vrai qu'il y a, je pense qu'en septembre, ce sera cumulé une centaine de dépôts sur ces dossiers d'électromobilité. Voilà. Donc on y croit beaucoup. On va continuer à développer une gamme de produits, le 18 mètres. Évidemment, plus le véhicule est gros, plus le challenge énergétique est important. Donc, il y a une logique d'aller vers un gros véhicule hydrogène. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le monde de l'interurbain, où la batterie ne fait pas beaucoup de sens. Il y a des succès batterie, donc principalement aujourd'hui avec des véhicules chinois, présentent quand même quelques difficultés d'opération. S'il faut 2 véhicules pour faire le service d'un, il y a quand même un souci économique. Donc il y a probablement aussi beaucoup d'intérêt à faire de l'hydrogène sur de l'interurbain de ligne. Et là aussi, une grosse appétence des autorités organisatrices type conseils régionaux. Voilà, donc beaucoup de choses à faire chez nous, un plan de croissance important devant nous. Nous sommes en train d'agrandir l'usine, de continuer nos recrutements pour développer ces produits. Voilà, vous avez compris qu'on s'embête pas chez nous et qu'on a énormément de choses à faire. Merci à vous trois. Retenus par des obligations à 280 km d'ici, ils ne pouvaient pas être présents ce soir parmi nous, mais ils nous écoutent depuis le début. Son visage s'est affiché sur l'écran de cette salle. C'est Guy Lebras, directeur général du GART, le groupement des autorités responsables de transport. Bonjour Monsieur Lebras. Merci d'avoir répondu présent depuis Laval. Vous disposez aussi à votre tour d'un temps de 7 minutes pour nous présenter vos activités actuelles. Oui, j'ai eu très peur de ne pas pouvoir être présent parce que j'ai eu une problématique d'embouteillage au vaccinodrome. Donc, vous voyez, c'est pas rien de très professionnel, mais c'est néanmoins très important. Et donc, du coup, j'ai un petit peu accéléré la manœuvre et j'ai réussi quand même à être présent et je vous écoute depuis le début. Moi, je voulais intervenir sur la problématique actuelle de la directive, de la transposition de la directive véhicules propres qui, au niveau du GART, nous pose quand même quelques questions. Pour mémoire, simplement vous rappeler que dans l'article 36 de la loi TECV, il est prévu que le renouvellement des flottes de véhicules de transport public se fasse à 50% en véhicules à faible émission entre 2020 et 2025 et à 100% en véhicules à faible émission à partir de 2025. Alors, les véhicules, toute la problématique est de savoir quels sont ces véhicules à faible émission. Et nous avons à l'époque travaillé pendant à peu près 1 an avec les parties prenantes pour déterminer le décret qui fixe ces véhicules à faible émission. Et donc, in fine, ces véhicules à faible émission sont, de manière assez large, les véhicules électriques, les véhicules hydrogène, mais aussi les véhicules à gaz naturel, pour autant qu'une part conséquente, je crois, de 20% de ce gaz proviennent d'origine bio. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans une situation pour laquelle la plupart des constructeurs se sont parfaitement bien adaptés et ont une offre, en tout cas pour ce qui concerne les transports urbains, qui est tout à fait satisfaisante.
Sur ce, arrive la directive véhicule propre de l'Union européenne. Alors, je vous rappelle qu'il y a quelques années, Violeta Bulc, la commissaire européenne de la précédente commission, la commissaire à la mobilité, au transport, avait lancé une initiative pour favoriser le développement du marché des véhicules autobus électriques en Europe. Et c'est vrai que cette initiative avait rencontré un succès pour le moins mitigé, surtout à l'époque où les grands constructeurs européens, qui eux sont sur un marché mondial, étaient, je dirais, avec des investissements très importants, avec des motorisations plus classiques. Donc du coup, très clairement, on sent que la Commission a voulu mettre un coup d'accélérateur sur le sujet. Et quand cette directive est sortie, eh bien, on a vu apparaître la notion d'une part de parc de renouvellement de véhicules non pas à faible émission, mais à zéro émission. Et aujourd'hui, là, si je lis, je les ai sous les yeux, les objectifs sur le créneau des autobus, sur le créneau M3, c'est-à-dire les autobus, hein, et que je lis les objectifs de la directive, je vois que d'ici 2025, entre le août 2021 et décembre 2025, 43% des renouvellements doivent se faire avec des carburants alternatifs, dont 21,5% à émission nulle. Et après 2026, c'est 61% en carburant alternatif, dont 30,5% à émission nulle. Alors, ça pose évidemment un problème, parce que qu'est-ce que c'est qu'un véhicule à émission nulle? C'est très clair, c'est électrique, donc soit batterie, soit hydrogène. Et donc de ce point de vue-là, les véhicules qui sont à gaz naturel ne rentrent pas dans cette catégorie de véhicules à émission nulle. Alors, là où ça se complique, dans un premier temps, moi, mes interlocuteurs de la DGITM me disent non, mais il n'y a pas de problème, ça va concerner les petits véhicules, pour les bus, il n'y a rien de changé. Alors, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ces objectifs sont des objectifs nationaux. Donc, toute la question va être de savoir de comment est-ce qu'on les atteint. Et quand je regarde les premiers textes, les premières versions des décrets qui sont prévus pour l'été, puisque cette directive doit être transposée avant la fin août prochaine, on constate qu'effectivement, il y a une notion de zonage avec des grandes agglomérations ou des plus petites agglomérations. Et finalement, on atteindrait les objectifs de la Commission européenne sur la globalité du marché français, mais pas avec une obligation aussi stricte réseau par réseau. Parce que, évidemment, la problématique pour les réseaux de taille moyenne, c'est de dire est-ce que je vais avoir plusieurs énergies qui vont être en concurrence, en tout cas exploitées en même temps dans mon réseau. Et beaucoup de ces réseaux de taille moyenne souhaitent n'avoir qu'une seule énergie pour des raisons évidemment économiques et d'exploitation qui sont parfaitement compréhensibles. Donc aujourd'hui, nous, les questions que nous nous posons, c'est de savoir exactement comment va être transposée cette directive et est-ce que oui ou non, ça va obliger une partie des réseaux de taille grande ou moyenne à avoir éventuellement plusieurs énergies en parallèle au sein de leur réseau. Et ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas encore de réponse extrêmement claire et sur laquelle, évidemment, nous attirons en ce moment l'attention du gouvernement, sachant qu'il y a une consultation qui est en cours et qui doit se terminer début juin, qui est lancée par le ministère de l'écologie, pour justement avoir la réaction par rapport au projet de décret des parties prenantes. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, la conférence d'aujourd'hui, elle tombe tout à fait à pic parce que il y a de manière évidente un besoin de clarification, si je puis dire, sur quelle sauce nous allons être mangés dans les mois et années qui viennent. Et évidemment, il est très important de savoir si on va pouvoir continuer durablement avec des flottes qui sont majoritairement, voire uniquement, composées de véhicules circulant avec une énergie gaz naturel. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'on est un petit peu au milieu du gué. Comme vous le voyez, parce que je l'ai dit au début, la DGITM me dit il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de changement. C'est pas si simple que ça, c'est pas si clair que ça.
Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes évidemment demandeurs et nos autorités organisatrices sont extrêmement demandeuses d'une clarification la plus rapide possible et qui aille dans le sens, bien évidemment, du maintien de véhicules qui pourraient circuler avec des énergies de type renouvelable, mais qui ne soient pas obligatoirement de l'électrique pure. Donc, voilà la problématique que je voulais vous présenter aujourd'hui. Malheureusement, on voit bien les directives européennes quand elles sortent, quand on en a connaissance, c'est que déjà quasiment trop tard. Le processus est déjà mis en œuvre. C'est dans des circuits très confidentiels au niveau de Bruxelles, mais ça peut quand même avoir un impact assez important. Alors, si le fait de dire que tous ces objectifs doivent être remplis au niveau national est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va permettre un petit peu de différencier les réseaux en fonction de leur taille. Il n'en reste pas moins que pour nous, c'est un sujet de préoccupation, un sujet d'inquiétude. Et bien évidemment, si les personnes qui sont autour de cette table ronde ont des informations ou des commentaires à faire, moi je suis vraiment très très à l'écoute et très intéressé par vous écouter. Mais voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ces quelques minutes. Merci Guy Brasse. Oui, effectivement, cette directive, on n'avait pas vu venir finalement. Et ce qui est sûr, c'est qu'un réseau d'une ville moyenne, qui est entièrement GNV actuellement, on imagine mal comment il pourrait trouver des ressources. Tout à fait. Et également la filière hydrogène, ou passer à l'électromobilité Oui, je rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas forcément souhaitable d'un point de vue technique aujourd'hui d'exploitation d'avoir des réseaux qui fonctionnent à 100% en électrique. Parce que parfois, il y a des conditions météo, il y a des conditions qui font il est souhaitable de pouvoir donner le choix, si je puis dire, aux réseaux qui le souhaitent, de continuer avec des véhicules circulant avec du gaz naturel. On voit bien que dans certaines configurations de réseau, le GNV est parfaitement bien adapté et va donner de très bonnes satisfactions en matière environnementale, alors que l'électrique pourrait être légèrement moins performant. Donc, en tout cas, dans la situation actuelle. Donc, de ce point de vue-là, nous, on est demandeurs de garder le maximum de liberté, tout en restant évidemment compatible avec ce qui avait été décidé dans la loi TECV et en essayant évidemment d'atteindre les objectifs de la directive au niveau national, mais quand même donner le maximum de souplesse au réseau. Et je pense que bien évidemment les constructeurs de bus qui sont autour de la table aujourd'hui seront d'accord avec moi pour appeler aussi de leur vœu cette souplesse. Merci Guy Lebrasse. Surtout restez avec nous, nous vous redonnerons la parole et au cours de la discussion. Et puis n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Oui, justement, par rapport à cette directive, comment les constructeurs pourraient réagir? Jean-Marc Boucheret, vous qui êtes dans le biogaz et puis en même temps leader français de l'électromobilité, finalement, vous ne craignez pas beaucoup par rapport à cette situation? Alors, effectivement, comme l'a rappelé Guy à l'instant, il faut bien regarder les textes, mais il faut aussi regarder les 4 critères qui sont pour nous très importants, qui sont effectivement l'amélioration de la qualité de l'air, le potentiel de réduction de gaz à effet de serre, le TCO, le coût de cette solution technologique, et puis la vitesse à laquelle on va pouvoir les déployer, puisque les experts s'accordent pour dire qu'effectivement, tout ce qui n'est pas fait avant 2030 nous retarde très très fortement sur les objectifs que s'est donné l'Europe, que ce soit l'accord de Paris, que ce soit le nouveau plan climat, le Fit for 55, qui est donc de réduire de moins 55% les émissions. Donc sur ces 4 critères, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est intéressant. Sur la qualité de l'air, ce qui est très instructif, c'est de voir l'étude faite par AirParif, qui a été publiée, qui était une grande étude sur la qualité de l'air des autobus, qui recouvre 2 ans de mesures sur 28 bus différents. Et là, force est de constater que d'une part, il faut quand même le rappeler, les motorisations Euro 6 ont apporté un très grand bénéfice. À l'intérieur des Euro 6 diesel, les Euro 6 gaz ont effectivement apporté un bénéfice. On peut citer que donc du coup, c'est 7 fois moins de NOx avec un véhicule GNV que sur un véhicule Euro 6 diesel. C'est 10% de moins
de CO2 avec un GNV par rapport à un diesel, et c'est du coup à peu près moins 80% si vous êtes en GNV, en analyse complète. Ça, c'est le premier point, la qualité de l'air, l'intérêt du GNV. Et de ce point de vue-là, on peut voir que dans les textes, on trouve toujours dans les groupes, ce que j'appelle le groupe A, le groupe soumis à des ZFE, dans le projet de loi, effectivement, on trouve effectivement le groupe 1 et le groupe 1 bis, qui sont respectivement les électriques, les hydrogènes et les véhicules bio-GNV. Donc de ce point de vue-là, il y a une certaine cohérence à avoir mis ces deux énergies à l'intérieur. Deuxième point, c'est sur le potentiel de réduction de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai que la France, de ce point de vue-là, est plutôt bien lotie avec une énergie électrique bas carbone. Ce n'est pas le cas partout, hélas, en Europe encore. Donc de ce point de vue-là, quand on lit les études faites par, d'une part, l'IFPEN ou Carbone 4 sur les analyses du cycle de vie, on voit qu'effectivement, il y a des énergies intéressantes qui sont les biocarburants liquides, qui sont le biogaz, qui sont le bus à batterie et l'hydrogène à partir d'hydrogène renouvelable. Ils sont relativement équivalents, mais on a toujours, dans la dernière étude de Carbone 4, 18% de moins d'émissions de CO2 sur le cycle de vie sur le bio-GNV par rapport à l'hydrogène. Donc ça reste quand même encore totalement compétitif. Troisième critère, c'est le TCO. Alors le TCO, là aussi sur les études qui sont en cours au niveau du ministère des Transports sur la transition énergétique des véhicules lourds, on retrouve à nouveau un tiercé de tête qui sont finalement les biocarburants liquides, le bio-GNV, comme étant à coût TCO identique au diesel pour les véhicules complets. Coût complet, acquisition, carburant et maintenance. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut démarrer la transition énergétique avec du bio-GNV, avec des carburants liquides alternatifs, à iso-coût TCO par rapport au diesel. Et il y a la rapidité. Alors la rapidité, c'est d'être capable de mettre rapidement en parc roulant, effectivement, un grand nombre de véhicules. Nous sommes industriels, nous pouvons produire effectivement ces véhicules. Nous avons aujourd'hui sur 6 000 emplois en France, 4 000 qui sont dédiés à des emplois industriels. C'est la conversion des usines pour accueillir des véhicules électriques. Je pense au site de Rorthais dans les Deux-Sèvres qui, à terme, si la croissance du marché est telle qu'elle est prévue, devrait être en capacité de ne fournir que des véhicules électriques. Et puis c'est aussi sur le site d'Annonay où nous avons les hybrides et les véhicules GNV. Donc c'est la capacité de se transformer, c'est sur effectivement une décennie que se prévoient ces transformations. Donc la rapidité elle est importante pour pouvoir mettre de nombreux véhicules sur le marché. Donc la LTECV dans son évolution avec la directive véhicules propres, je dirais, donne toujours quelque chose de relativement cohérent. Par contre, ce que dit Guy, c'est vrai, c'est qu'effectivement, il y a potentiellement ce quota de véhicules électriques qui, du coup, va être à atteindre avec le développement des infrastructures. On sait que la France est pénalisée par le décret d'août 2018 sur les aménagements des dépôts, puisqu'il y a effectivement des exigences très particulières. Et puis, je citerai quand même un chiffre qui est qu'en Europe, il s'est acheté depuis le début de l'éclosion du marché des bus électriques. Il s'est vendu 5000 bus électriques. Un tiers a été acheté à travers des constructeurs d'origine de Chine, en l'occurrence. On va y revenir un petit peu plus. Voilà, donc c'est de faire attention. Nous, en tant qu'industriels, on se prépare. Par contre, attention, à l'échelle globale, il y a des signaux. Vous évoquiez la très intéressante étude d'Airparif qui, je le rappelle, est parue il y a quelques semaines et qui met en évidence sur des résultats expérimentaux que finalement Euro 6 et le biogaz, en fait, et Euro 6 diesel aussi, finalement, donnait quand même déjà de bons résultats. Est-ce que vous ne pensez pas que l'on a peut-être un peu enterré très très vite Euro 6 du fait du Dieselgate sur l'automobile? Nicolas Dago, vous qui êtes 90% électrique, mais qui gardez un petit peu de diesel. Alors c'est pour ça effectivement, quand si on revient aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, effectivement,
sur 3 années d'activité, 60% aujourd'hui de notre activité est une activité électrique. Et sur l'année 2021, on sera à plus de 80% d'électrique. Donc effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après, nous, on bénéficie de quoi? On bénéficie essentiellement de 2 paramètres, les ZFE dont on vient de parler, et surtout effectivement les aides. Quand on parle TCO, il y a aussi le coût d'acquisition plus coût de possession. Aujourd'hui, quand on additionne les aides Moebus, notamment plus effectivement le plan de relance, un véhicule électrique comme le nôtre, sur un geste électrique, sera à peu près au même tarif qu'un geste thermique, à peu de choses près, ou que son équivalent effectivement chez Mercedes ou chez d'autres constructeurs. Donc ça a tout son sens aujourd'hui, ça c'est clair. Ça a tout son sens dans le développement actuel. Il va falloir aussi continuer à supporter ce type d'aide ou alors effectivement, comme on disait tout à l'heure, avoir aussi des baisses de tarifs demain, mais nous ne décidons pas effectivement de l'avenir des batteries ou des prix pratiqués pour la fabrication des batteries. Nous, en l'occurrence, nous ne sommes que distributeurs, donc on n'a pas d'impact là-dessus. Tout ce qu'on constate effectivement, c'est que de manière subventionnée, ça fonctionne très bien. En plus, nous, on est aussi dans un domaine un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique de recharge. On est dans l'automobile. Nous, nos véhicules sont effectivement issus de chez BMW, en tout cas les batteries. Donc avec une simple wallbox, comme pour une Zoé, vous branchez, ça fonctionne. Donc on est quelque chose d'assez simple, ce qui nous a aussi permis de nous développer facilement. Tous les dépôts aujourd'hui ont des Zoé effectivement en fonctionnement, ou pratiquement tous en tout cas. Et donc à la place de brancher une Zoé, on branche un geste. Ça marche bien. On peut brancher un attaque également, quelles que soient les batteries. D'un côté, on a 90 kW embarqués et de l'autre, à peu près 220 kW également. Et ça fonctionne avec des wallbox. Très simple. 4 heures d'un côté de recharge, 5 heures pour l'autre. Donc quelque part, c'est simple. Finalement, en termes de coût, c'est accessible. Et en plus, c'est qualitatif. Donc, contrairement effectivement au thermique ou même au gaz, on est sur des technologies simples, que ce soit en chaîne de traction ou en batterie. D'accord. Vincent Lemaire, vous positionnez de plus en plus sur l'hydrogène. Quel argument choc vous développeriez pour défendre la technologie que vous portez actuellement? Oui, avant ça, je voulais quand même dire un mot à notre ami Guy. Je vais me faire un peu le défendeur de l'Europe. Cette histoire de directive européenne, des groupes de travail ont été organisés, je pense à partir de 2018. Jean-Marc, tu étais là, j'en ai fait quelques-uns, je ne les ai pas tous faits, mais enfin voilà. Il y a eu un long processus de mise au point de ces textes qui ont été votés par nos députés européens, par notre processus complètement démocratique en juin 2019. Avec 2 ans de transposition dans les droits européens. Donc le sujet n'est pas complètement neuf. Et effectivement, il a été décidé à ce moment-là qu'il y aurait une sous-cible zéro émission concernant les bus et d'autres véhicules, avec des quotas un peu différents pays par pays, avec une certaine logique, effectivement, suivant les richesses de chaque pays. Donc tout ça n'est pas complètement neuf. Et peut-être pas complètement stupide non plus. Ce roulage zéro émission dans la ville fait sens aux enjeux du changement climatique, aux enjeux de la qualité de l'air. Si on globalisait aujourd'hui dans les TCO de nos bus, ce n'est pas le cas, voilà, mais des enjeux de santé publique, les choses pourraient être aussi très en faveur de la mobilité zéro émission. Pour autant, effectivement, il ne s'agit pas que le transport public se casse la figure, parce que là, ça serait tout l'effet inverse à celui recherché. Et donc, il faut arriver effectivement à maîtriser ses coûts, à ce que nous, les industriels, on fasse des gros progrès. Effectivement, que nos politiques, notre gouvernement, l'Europe, nos régions soutiennent, aident effectivement à initier, à lancer le système, à lancer cette mobilité zéro émission. Donc c'est le cas sur les bus batteries. C'est maintenant le cas sur des bus hydrogène. Sur un 12 mètres hydrogène, on arrive à aller chercher 250 000 euros d'aide publique quand on monte ces dossiers de manière pertinente. Donc voilà, donc c'est possible de faire du roulage zéro émission. C'est vrai que c'est plus cher aujourd'hui effectivement que la solution thermique. Quand je mets le gasoil et le gaz, c'est certain, mais c'est aussi 40 ans de travaux derrière par ces grands industriels qui étaient par les grands motoristes, quoi. Donc voilà. Pour autant, peut-on attendre ?
Si on attend trop, d'autres prendront la place. On a parlé des Chinois sur la batterie, mais sur l'hydrogène, ils sont là aussi. Ils vont aller très très vite. Le gouvernement chinois a décidé que l'hydrogène, c'était maintenant ce sur quoi il fallait bosser. Et donc, ils vont être très vite, très forts. Ils auront la volonté d'envahir le monde avec leurs véhicules. Je me souviens, chez Yutong, c'est marqué dans le rôle d'entrée. Nous allons envahir le monde. Bon, bienvenue. Voilà. Donc il faut si on veut que notre industrie résiste, si on veut que nos villes aient une mobilité durable, il faut y aller. Ces nouvelles technologies sont intéressantes, sont assez faciles en termes d'exploitation. On a des enjeux industriels, on a des enjeux de souveraineté, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et puis effectivement, avec des marchés qui arrivent. Aujourd'hui, les marchés étaient de quelques unités. Il y a encore 12 mois de ça, c'était les gros marchés, c'était 5 bus, quoi. Bon, là, ça commence à bouger de manière plus sérieuse. Il y a un appel d'offres en cours à Dijon sur 27 bus. Il y en a un à Montpellier qui va arriver, etc. Donc les choses bougent fort sur cette technologie-là. Alors on va revenir au présent et même un petit peu au passé. Cet hiver, quand il a fait très froid, il y a quelques réseaux qui ont connu des problèmes sur les véhicules électriques en France, mais pas seulement en France. Berlin aussi a eu des soucis. Alors à ma connaissance, ça n'était pas des véhicules de chez vous, mais pouvez-vous garantir que les vôtres sont bien armés pour résister à des conditions climatiques qui finalement n'avaient rien d'exceptionnel? Jean-Marc Boucheret, si vous voulez répondre, le premier déjà. Oui, c'est vrai que début février, on est descendu jusqu'à -11 et les exploitants allemands ont partagé les valeurs effectivement de ces niveaux de consommation. On était monté à pratiquement 2,5 kWh par kilomètre sur des bus électriques, donc c'est vraiment très élevé. Je dirais que d'un point de vue de l'opération, ce qui est important déjà, c'est non seulement de faire les kilomètres, mais c'est aussi de tenir le confort thermique. Dans les véhicules que l'on a développés, on a aussi des chauffages électriques avec la possibilité de faire du préconditionnement au dépôt avant de partir le matin, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le circuit qui réchauffe le bus est déjà chaud. Et lui, il est chauffé avec le réseau électrique au dépôt et non pas avec la batterie pendant qu'on est en train de rouler. Donc ces kilowattheures-là, ils sont du coup économisés vis-à-vis du chauffage pour pouvoir finalement préserver la batterie sur des kilowattheures qui ne sont pas dédiés à la traction. Donc ça, c'est la chose la plus importante, c'est de bien gérer avec les systèmes de gestion optimisée de la charge au dépôt, de faire ce travail de préconditionnement thermique des véhicules à ce moment de la journée. Voilà. Nicolas Dago, vous n'avez pas connu de problème particulier lié au froid? Non, pas connu ce type de paramètres, même si on a effectivement entendu parler de certains réseaux qui étaient en difficulté, enfin certains véhicules dans quelques réseaux en difficulté. Après, quand on regarde, on ne peut pas s'arrêter sur ce principe-là non plus. Les pays les plus développés en véhicules électriques sont des pays nordiques, là où il fait froid. Enfin, chez nous, il ne fait pas très froid. On est des pays plutôt tempérés, donc fondamentalement, le cas ne devrait pas se poser chez nous. Après, effectivement, tout dépend du type de batterie montée dans les véhicules. Alors nous, on est sur des technos NMC en lithium, qui, comme je disais tout à l'heure, fonctionnent dans l'automobile, donc avec des variations de température entre -45 et plus 45. Enfin bon, fondamentalement, on n'est pas censé se retrouver dans ce type de situation. Après, il y a la gestion effectivement du confort climatique et donc de l'autonomie. Alors là, c'est pareil, c'est un paramètre où aujourd'hui nous sommes moins concernés. On n'est pas sur des bus standards, nous on est dans le monde des mini et des midi. Donc très clairement, c'est quoi? On fait du TAD. On fait effectivement du cœur de centre-ville, on fait aussi du privé, on a le cas aussi en Belgique par exemple sur des ensembles de bureaux. Voilà, on est aussi sur des particularités de marché où l'autonomie demandée en tout cas par les exploitants rentre intégralement, y compris avec le confort thermique demandé, ou en tout cas important pour les usagers, rentre effectivement en phase, systématiquement.
Et aujourd'hui, si on devait avoir une contrainte, de toute façon, il faudrait qu'on trouve une contrainte de recharge intermédiaire obligatoire pour que le véhicule puisse effectivement faire sa journée de travail. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément une vraie contrainte. Tout dépend de ce qu'on veut. Après, c'est un enjeu. On veut y aller, on ne veut pas y aller. On peut se poser toutes les questions du monde. Il y a des pays qui avancent, il y a ceux qui avancent moins. Nous, on est un pays qui n'avance pas toujours, en tout cas, sur cette particularité. On parlait de la Hollande tout à l'heure. Premier pays utilisateur de véhicules électriques. Il ne fait pas forcément très chaud non plus. Voilà, c'est un vrai choix et c'est un choix de technologie. Et après, effectivement, il y a les opérateurs étrangers, en tout cas les gros opérateurs chinois, que sont effectivement Yutong ou BYD, qui ont aussi une certaine avance, y compris sur les conforts climatiques de leurs véhicules. À nous aussi de bien travailler industriellement sur ce qu'il faut faire pour réussir. C'est un vrai sujet. Vincent Lemaire, avec le bus Innova, pas de soucis particuliers non plus. Alors, c'est pas un sujet simple, quand même, le Oui. confort climatique Je pense d'un aussi. autobus. Loin s'en faut. Avant, on avait le moteur thermique, on produisait de l'eau chaude, ou le moteur au gaz. On avait de l'eau chaude, de refroidissement, et qu'on savait utiliser quasiment gratuitement. Dans un bus électrique, il n'y a pas grand-chose qui chauffe. Un peu l'électronique de puissance, un peu, mais globalement, voilà, tout ça est froid. Et donc, effectivement, il faut trouver des astuces. Le préconditionnement, c'en est une. Voilà, privilégier l'environnement chauffeur. Je pense qu'on le fait tous, mais c'est un vrai sujet. Alors après, si on n'est qu'en batterie, on peut faire le choix d'embarquer plus de batteries, et c'est quand même la tendance. Je pense qu'il y a 2-3 ans en arrière, on embarquait, les cahiers des charges étaient à 250 kWh embarqués. Aujourd'hui, on voit plutôt apparaître du 400 kWh, quoi. Je vous parle là d'un 12 mètres. La quantité d'énergie embarquée, alors c'est justement pour ça. S'il y a besoin de chauffer, effectivement, on va aller piocher dans une batterie. Mais ça veut dire qu'il faut se trimballer une batterie lourde toute la journée, une batterie qui reste un peu chère, et puis il va falloir aussi la recharger. 400 kWh, c'est plus long à recharger qu'une batterie de 200. Voilà. C'est un des intérêts de l'hydrogène. Avec l'hydrogène, on a à bord une réserve d'énergie effectivement importante. La pile à combustible, parce qu'elle n'a pas un rendement à 100%, elle produit aussi un peu de chaleur. Donc on peut aussi utiliser cette énergie dissipée par la pile à combustible. Voilà. Mais je pense que voilà, pour tout le monde, ce sujet du confort climatique, c'est pas facile. Guy Lebras, je reviens vers vous. En tant que représentant des autorités organisatrices de transport, vous vous estimez généralement bien informé sur l'état de maturité de ces différentes technologies par les constructeurs qui les proposent? Oui. Avant de répondre à votre question, je veux revenir quand même sur quelques difficultés que nous avons eues avec les nouvelles motorisations, qui sont des difficultés réglementaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez des réseaux où il y a des tunnels, c'est compliqué avec les bus électriques parce qu'il y a, je dirais, des impératifs qui sont fixés par les forces de secours, notamment par les pompiers. Ensuite, on a eu une très grosse problématique autour des dépôts avec des normes qui ont été finalement conçues beaucoup pour les très très gros réseaux type RATP, mais qui ont créé des difficultés pour même des réseaux importants, mais quand même de taille plus réduite que le réseau parisien. Et donc, tout ça, c'est des sujets évidemment sur lesquels on discute beaucoup avec le ministère pour obtenir des assouplissements. Alors, pour ce qui est, je dirais, de l'information, bien évidemment, nous ne sommes pas au contact, je dirais, des ateliers comme le sont nos amis et partenaires de l'Union des transports publics et ferroviaires, ou comme les constructeurs. Néanmoins, nous suivons ça de près. Et nous participons à tous les groupes de travail qui nous sont proposés sur ces sujets-là. Et puis, nous avons un partenariat assez fort avec la centrale d'achat du transport public qui elle-même maintient une compétence dans ce sujet-là. Moi, je serais quand même assez demandeur à ce qu'il y ait un peu plus encore de circulation de l'information, notamment avec l'ADEME qui travaille un tout petit peu dans son coin et avec laquelle nous aurions intérêt quand même à renforcer les échanges, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas à l'heure actuelle, mais je pense qu'avec la nouvelle organisation de l'ADEME, ça va être plus facile.
Et bien évidemment, avec nos partenaires, alors nous avons au GART un club des partenaires auquel participent quasiment la totalité des constructeurs de bus, en tout cas ceux qui sont autour de cette table aujourd'hui. Et bien évidemment, nous discutons très très régulièrement et nous nous tenons informés. Il faut savoir que moi-même un de mes collaborateurs, nous venons de l'industrie du bus, donc on est déjà personnellement très intéressés par cette question-là. Et autour de la table du conseil d'administration du GART, nous avons beaucoup d'élus qui sont très impliqués dans toutes ces questions, de villes d'ailleurs de taille tout à fait diverses. Et donc, bien évidemment, ce sont des sujets qui nous intéressent au plus haut point. On a été très très actif au moment de la loi TECV parce que c'est Louis Nègre, le président du GART, qui en était rapporteur pour la partie transport au Sénat. Et ensuite, on a été un peu fer de lance dans la négociation des parties prenantes avec le ministère dans l'année qui a suivi. Et ça a été une discussion très difficile puisqu'à un certain moment, nous avons cru que la ministre de l'époque, Ségolène Royal, pour ne pas la nommer, voulait réduire les véhicules à faible émission à la stricte énergie électrique. Ça ne comprenait même pas l'hydrogène, en quelque sorte. Donc c'était compliqué. Il y a eu des hauts et des bas, mais finalement, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Aujourd'hui, il faut qu'on reste sur cette tendance-là. Et j'aimerais bien, moi j'ai quand même un peu le sentiment qu'au niveau de l'organisation gouvernementale, l'information ne circule pas toujours de manière complètement fluide entre les différentes directions qui sont impliquées par ces sujets-là. Et finalement, moi je serais assez preneur d'une sorte de groupe de travail dans lequel la DGITM, la DGEC, mais aussi le ministère de l'Industrie, avec les services d'Agnès Pannier-Runacher, seraient autour de la table pour discuter de tout ça. J'ai pas l'impression, alors il y a sans doute des discussions interministérielles dont nous n'avons pas connaissance, mais en tout cas avec les parties prenantes, je n'ai pas d'instance en tête où tout ce beau monde soit autour de la table pour discuter de ces questions. Donc de ce point de vue-là, on peut encore progresser, mais néanmoins, on est quand même relativement bien informé de ce qui se passe. Merci beaucoup. Si donc on revient un instant là sur l'état de maturité de ces trois technologies que vous représentez, qu'est-ce que l'on pourrait en dire actuellement, Nicolas Dago, pour l'électrique? Sur l'état de maturité, comme je le précisais tout à l'heure, en ce qui nous concerne, on est sur des activités assez récentes. Premier véhicule distribué pour nous, c'était le Gest, et les tout premiers véhicules immatriculés, c'est février 2019 et septembre 2019 pour les attaques, donc avec les premières livraisons à tout début d'année suivante, donc 2020. C'est assez complexe pour nous, en tout cas, d'en tirer des conclusions. Après, par contre, il y a des véhicules, et on parlait des Chinois tout à l'heure, où ils ont mis un coup d'accélération ou d'accélérateur à partir de 2016 avec des grosses volumétries. Ça fonctionne, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, effectivement, on peut tirer des conclusions. Après, la maturité de chaque produit, l'électricité, en tout cas les premiers véhicules industrialisés dans les années 2010, et ce qui se fait aujourd'hui en électrique n'ont plus rien à voir. Et effectivement, il y a une véritable évolution effectivement, des technologies de batterie, et puis même que ce soit effectivement pour les qualités de recharge, pour les qualités de maintien en charge, pour l'autonomie. Ce sont des sujets qui avancent et qui avancent fortement, et avec a priori une vision plutôt qualitative effectivement des produits. On le voit d'abord dans l'automobile, et effectivement c'est bien dans nos activités également. Donc aujourd'hui, tirer en ce qui nous concerne des conclusions pour notre marque, c'est assez complexe. Par contre, la vision du marché nous permet effectivement de regarder ça de manière assez positive, très clairement. Vincent Lemaire, la pile à combustible, aujourd'hui, c'est disponible, c'est fiable? Alors oui, c'est de plus en plus fiable. Attention, là aussi, pour arriver à la disponibilité d'un moteur thermique, c'est pas simple. Surtout qu'avec de l'hydrogène, on fait quand même un peu attention. On gère de la sécurité, puisque l'hydrogène, s'il se mélange à l'air, peut devenir explosif. Donc, on a énormément de capteurs, de choses comme ça. Ça devient un autobus. Vous le savez aujourd'hui, et un gros ordinateur avec des capteurs dans tous les sens, et donc éventuellement des faux défauts, c'est assez courant en informatique, un capteur dont on perd le signal pendant quelques microsecondes, ça peut faire un faux défaut, et une mise en sécurité de la pile,
Voilà, ce qui est plutôt souhaitable, hein, puisque effectivement, s'il y avait une vraie fuite d'hydrogène, il faudrait la gérer. Donc il y a encore du travail là-dessus. On progresse clairement tous les jours chez nous, et puis en roulant. Il faut aussi savoir que sur ces autobus électriques, finalement, tous les équipementiers se sont remis en cause. Dans l'autobus jusqu'à présent, tout partait du moteur thermique et finalement de courroie ou de pignonnerie. Je parle du compresseur d'air, de la direction assistée, de tous ces éléments-là. Tout ça, c'est électrifié. Hein. Il y a 3-4 ans, il y avait un fournisseur de sur chaque composant qui sortait un nouveau produit. Une pompe, une direction assistée électrifiée, un compresseur, voilà, donc une pompe à chaleur. Voilà, donc tout ça, c'est encore très nouveau. Donc ça bouge, la compétition est là. Et les grands équipementiers s'y mettent, les ZF, les Valeo. Voilà, tout ça avance à vive allure. Et c'est tant mieux, c'est comme ça qu'on va progresser pour effectivement atteindre des niveaux de fiabilité attendus. Jean-Marc Boucheret, le biogaz, l'avantage c'est que la technologie existe depuis déjà de nombreuses années. Oui, je voudrais quand même continuer sur l'électrique, parce que l'électrique doit continuer son développement. Nous, en tant que constructeur aussi de bus électriques, c'est un moyen aussi d'exporter. Nous avons vendu déjà des bus électriques, donc, comme je le précisais, aux Pays-Bas, en Norvège, en Allemagne, en Autriche, en Italie. Donc, je dirais la technologie qu'on a développée, elle est capable aussi de nous faire cet export depuis la France. Pour les véhicules électriques aussi, nous développons la télématique. Le groupe a lancé il y a peu sa nouvelle plateforme télématique Iveco On, c'est-à-dire que les véhicules étant connectés avec notre plateforme et avec notre control room qui se situe à Lyon, à Vénissieux, nous pouvons, avec les opérateurs, travailler au plus près des véhicules pour avoir la meilleure disponibilité nécessaire au quotidien. C'est aussi un outil pour pouvoir travailler sur des principes de maintenance prédictive à l'avenir. Donc toutes ces données que nous partageons, elles sont extrêmement précieuses pour pouvoir effectivement avoir des véhicules qui aient la meilleure disponibilité, comme on disait, celle qui est connue dans les véhicules à propulsion conventionnelle. Pour ce qui est du biogaz, effectivement, du GNV en général, on peut déjà aussi citer notre fournisseur qui est FPT Industriel. C'est une usine qui est en Bourgogne, c'est 1300 employés. Le GNV... À Bourbon-Lancy, oui. Le GNV déjà occupe pratiquement 20% de la production de leur moteur. Donc là aussi, c'est un outil de reconversion industrielle. Et ces moteurs partent dans les différentes usines du groupe ou sont vendus à travers le monde pour d'autres constructeurs de véhicules lourds. Pour le véhicule GNV, effectivement, je dirais qu'il a une maturité, mais il suit quand même les exigences réglementaires que sont les Euro 6 depuis 2014, et puis une nouvelle évolution qui arrive en 2022, qui est l'Euro 6 Step E, qui va être encore plus efficace pour réduire les émissions dans tous les cas d'usage. Donc on va continuer à développer les véhicules GNV sur toute la gamme. Et je dirais aussi qu'on a eu l'occasion d'être beaucoup en contact avec les territoires. Là, je ne parle pas forcément de Paris, mais je peux parler de la région Île-de-France, qui va devenir du coup la première région en Europe pour le GNV. Vous savez qu'ils ont 10 000 véhicules en parc, avec une trentaine de dépôts, mais ils ont aussi sur leur territoire une trentaine de méthaniseurs. Donc effectivement, ils vont être en mesure de pouvoir faire une conversion à la fois des dépôts avec des stations GNV, mais en même temps de pouvoir produire un gaz renouvelable d'origine locale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a détecté auprès des collectivités. C'est finalement un intérêt double, qui est celle d'avoir une mobilité propre, mais en même temps d'avoir une redynamisation du territoire. Que ce soit le territoire rural avec la méthanisation des déchets agricoles ou provenant de l'industrie agroalimentaire. On est très, très, très fort en Europe pour l'industrie agroalimentaire. Donc ce sont des gisements colossaux de matière, d'entrants pour les méthaniseurs. Aujourd'hui, dans le registre des projets, on compte près de 1000 projets de méthaniseurs, ce qui devrait fournir potentiellement, d'ici 2 à 3 ans, une vingtaine de térawattheures de bio-GNV.
Donc on est largement en capacité de fournir effectivement la demande. Et l'ADEME a déjà expliqué en quoi effectivement la France pouvait être neutre en carbone du point de vue du GNV. Et puis je dirais pour les collectivités publiques urbaines, c'est la méthanisation des bouts de steppe, donc les méthaniseurs adossés aux stations de traitement des eaux, qui, elles, offrent un potentiel remarquable de production de bio-GNV. On estime que, grosso modo, 7000 habitants produisent suffisamment de ces biodéchets pour alimenter un véhicule lourd au cours de toute l'année. Donc, ce qui fait que des métropoles qui se sont lancées, on peut citer Lyon, on peut citer Marseille, ont déjà la capacité d'alimenter 150, 200, 250 bus GNV, rien qu'avec la méthanisation de leurs déchets propres. Donc finalement, je dirais qu'il n'y aura pas, pour conclure, il n'y aura pas le GNV, le bio-GNV ne sera pas une énergie de transition. La méthanisation des déchets est quelque chose acquis. Il faut quand même ne pas oublier que c'est la Chine qui est le premier méthaniseur du monde, avec des petites unités qui sont, je dirais, aussi dans les villages. Mais du coup, effectivement, je pense que les collectivités publiques urbaines comme régionales et rurales ont vu tout à fait l'intérêt pour eux d'avoir les deux piliers qui soient l'énergie locale et les transports. Mais il y a néanmoins une question qui se pose. À quel horizon, en fait, on aura 100% du GNV qui sera réellement du biogaz? Parce qu'actuellement, on en est quand même encore assez loin. Oui, on est à 17% aujourd'hui de part de bio dans les véhicules GNV, donc c'est déjà significatif. Donc on peut tenir effectivement les objectifs de la révision du décret bus propre avec les 20%. Ça, c'est tout à fait atteignable. Comme je disais, la trajectoire qui peut mener à une certaine autonomie en termes de gaz, elle est sur 30 ans, elle est sur 2050. 2050, voilà. 100% de biogaz dans le c'est effectivement ce que explique GRT Gaz ou GRTF ou GRDF ou l'ADEME. D'accord. Vincent Lemaire, pour la technique hydrogène, il se pose bien sûr la question de la production de cet hydrogène et de faire en sorte bien sûr que ce soit un hydrogène vert. Il est clair que l'hydrogène de l'éolien, par exemple, sera de l'hydrogène vert, et avec un avantage d'ailleurs qui est que finalement on peut ainsi stocker finalement de l'électricité sous la forme d'hydrogène si on a des éoliennes qui soufflent très fort au milieu de la nuit quand il y a une période de faible demande. Si c'est l'hydrogène qui vient du nucléaire, ce sera aussi en termes d'hydrogène décarboné quelque chose qui sera satisfaisant. Mais si la part du nucléaire vient à diminuer, pourra-t-on réellement continuer à produire de l'hydrogène vert ? Alors, vous avez raison, aujourd'hui on parle donc d'énergie renouvelable, hein, celui qui est derrière des énergies intermittentes, du photovoltaïque, de l'éolien. Effectivement, et on peut fabriquer de l'hydrogène quand le vent souffle, quand le soleil est là. L'hydrogène devient un vecteur énergétique. Et puis on a de l'hydrogène décarboné, donc derrière du nucléaire, et c'est une force de notre pays. Effectivement, on sait faire de l'hydrogène bas carbone, voire sans carbone du tout. Voilà, il faut aller vers ça parce qu'effectivement, alors la France est un pays un peu particulier, mais si effectivement on produit de l'électricité par du charbon et qu'on fait de l'hydrogène, ça n'a strictement aucun intérêt. D'accord. Guy Lebras, vous êtes sensible à ces questions de provenance finalement de ces nouvelles énergies et que ce soit pour le biogaz par exemple, pour le développement de méthaniseurs sur les territoires ou pour ce qui est de l'hydrogène, de faire en sorte que cet hydrogène effectivement reste vert. Oui, alors je suis désolé parce que je vais malheureusement devoir vous quitter parce que j'ai une autre visio justement avec un groupe de travail sur ces questions. Simplement, moi vous dire que oui, on est très attentif. La plupart de nos territoires se lancent dans des initiatives. Je pense à la région des Pays de la Loire autour de l'hydrogène, ou alors encore à l'agglomération de Cherbourg, qui là aussi a lancé un programme tout à fait innovant. Alors c'est pas des bus, mais c'est des vélos à hydrogène.
Donc effectivement, on est très attentif à toutes ces questions-là et on voit se multiplier les initiatives dans ce domaine-là. Moi, je crois que effectivement le gaz sera une énergie durable parce que tout simplement, on a effectivement tout un tas d'opportunités de méthanisation qui vont être utilisées pour les autobus. Évidemment, on croit aussi très fort à l'hydrogène. Qui devrait assez rapidement trouver des sources, je dirais, de production qui soient vertueuses par rapport aux sources actuelles qui utilisent parfois finalement de l'énergie fossile pour créer cet hydrogène. Donc de ce point de vue-là, on est très très attentif et on est très intéressé. On continuera à suivre ces questions de près, même si nous ne sommes pas des acteurs de premier plan. En tout cas, on se tient au courant de ce qui se passe. En tout cas, merci infiniment Guy Lebras et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir. Actuellement, le tiers des quelques 5000 autobus électriques qui sont achetés en Europe, on le rappelait tout à l'heure, ce tiers provient en fait de pays qui n'appartiennent pas à la communauté européenne. Donc dans cette marche vers la transition énergétique, il y a finalement deux enjeux importants qui apparaissent. Le premier, c'est le maintien et la création d'emplois en France. Et le second, c'est la souveraineté nationale. Nicolas Dago, par exemple, est-ce que vous envisagez à un moment ou à un autre de réaliser une partie de l'assemblage de véhicules en France ? En ce qui nous concerne, pour l'instant, c'est pas prévu. Nous sommes distributeurs. Donc, nous préparons effectivement nos véhicules en France avec des équipes donc sur Nantes et nos équipes dédiées effectivement détachées partout en France. La particularité effectivement en tout cas de nos concurrents directs, effectivement, et le tiers en tout cas des parts de marché qu'ils ont prises, ils ont prises essentiellement déjà parce qu'ils fabriquent les batteries. En fait, leur avantage principal, c'est ça. Fabriquer des véhicules, c'est pas trop compliqué. On sait tous fabriquer des véhicules au travers le monde. Fabriquer des batteries, c'est pas pareil. Les principaux producteurs mondiaux aujourd'hui sont quoi? Sont chinois et coréens. Et un peu japonais. Et disons qu'effectivement, il y a 3 pays producteurs aujourd'hui, ou 3 fabricants principaux. Après, effectivement, notre problématique à nous, Européens, c'est qu'on est en retard sur le sujet. Aujourd'hui, on n'a pas de filière de fabrication. On sait fabriquer des véhicules. On sait effectivement fabriquer des véhicules diesel. C'est la même chose effectivement dans l'automobile. On sait particulièrement bien le faire. À l'inverse, effectivement, on n'a pas pris le parti, en tout cas, de développer fortement cette activité. Et c'est le pari de demain, quelque part, effectivement. Si on est capable de faire de l'assemblage de batteries européennes, françaises éventuellement, le pari sera gagné, très clairement. Vincent Lemaire, sur un bus à hydrogène, évidemment, il y a déjà moins de batteries, donc il y a peut-être un petit peu moins ce problème-là. Sûr, et puis on a une pile à combustible donc, qui est fabriquée donc par Symbio, voire française, fabriquée à Lyon. Voilà, nos concurrents utilisent soit une techno canadienne, soit une techno japonaise. Donc on est le seul véhicule homologué finalement en Europe avec un bus complètement européen. Mais cette question-là, c'est aussi un vrai choix politique. C'est de la responsabilité des acheteurs publics, effectivement, de faire ces choix. Notons que sur le bus électrique, en France, nos politiques n'ont pas fait le choix d'acheter tellement chinois quand même. C'est peut-être une des particularités françaises. Ils n'ont pas eu un succès phénoménal. C'est pas partout le cas. Tous les pays d'Europe n'ont pas la même réaction. On peut penser quand même que ces enjeux de l'industrialisation, de la souveraineté, sont prégnants chez nos politiques. On va leur faire confiance. Jean-Marc Boucheret, vous qui êtes labellisé Origine France Garantie, l'empreinte industrielle française ne fait pas l'ombre d'un doute alors? Oui, alors effectivement, les usines sont en France, nos bureaux d'études sont en France. On peut même citer que nous avons embarqué dans notre projet d'électromobilité Forcy Power, qui est une entreprise qui s'est développée, qui a créé une nouvelle usine à Poitiers. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir effectivement l'origine France garantie pour les véhicules électriques à batterie. Et puis je dirais aussi que
L'Europe est bien consciente de ceci. Elle a lancé en décembre dernier un projet de réglementation sur la batterie, un règlement batterie, qui va du coup exiger de la part de ceux qui vont mettre sur le marché ces batteries industrielles des critères de durabilité. La batterie aura son passeport, il faudra gérer sa fin de vie, il faudra pouvoir aussi déclarer quels sont de quel minerai elle est faite. Donc je dirais que dans une période où effectivement on s'attend à voir décupler le nombre de batteries industrielles mises sur le marché, effectivement ces batteries seront beaucoup plus durables d'un point de vue de toutes ces exigences qui sont finalement peut-être des inquiétudes de la part des décideurs, de la part de l'opinion publique aussi vis-à-vis de cette marche rapide pour abandonner les véhicules à motorisation fossile vers l'électromobilité. Donc c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Hein. Et la France en fait partie déjà avec, comme étant membre de ce qu'on appelle l'Airbus pour la batterie. Il y a l'alliance Total avec Saft pour cette partie-là. Il y a aussi Stellantis qui a aussi des projets dans le nord de la France. Certes, le Barrycentre sera peut-être à nouveau en Allemagne, parce que on estime que du coup, l'Allemagne pourrait produire près de 20-25% des batteries mondiales, avec le nombre de projets qui sont en vigueur, ou du moins qui sont déclarés. Mais en tout cas, on voit avec à la fois un règlement batterie sur la durabilité du produit, sur les budgets d'investissement des industriels en Europe, quand même des efforts qui sont faits pour cela. Et malgré tout, je suis obligé de dire que du coup, ça fera aussi de la concurrence à l'hydrogène, puisque son point d'équilibre est plus loin à atteindre, mais à un moment où le monde de la batterie aura déjà atteint son point d'optimum, c'est-à-dire des véhicules avec une densité énergétique plus élevée et des coûts plus bas, donc une autonomie équivalente. Donc on réouvrira le dossier dans 2, 5 ou 10 ans pour voir effectivement où en est l'efficacité. Puis le rendement, comme tu le disais Vincent, n'est pas aussi bon que celui de la batterie aussi. Donc il en aura besoin de beaucoup plus d'électricité verte pour l'hydrogène que pour faire des véhicules à batterie aussi. C'est un inconvénient aussi. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de stratégie industrielle également. Nicolas Dago, vous nous parliez tout à l'heure de ce développement, vous qui étiez positionné essentiellement sur les minibus de 6 mètres et les minibus de 8 mètres. Ce développement là en cours, et je crois que c'est pour dans les mois qui viennent, très très vite, d'un standard de 12 mètres, d'un articulé de 18 mètres. En fait, vous ambitionnez de devenir un acteur important sur le marché de l'électromobilité en ayant une gamme la plus large possible. CARSAD a cette vocation effectivement aujourd'hui de développer ses ventes et en tout cas de distribuer plus fortement ses produits en Europe. Le choix déjà effectivement de s'associer avec des distributeurs forts, alors non pas qu'en France, en Allemagne, Portugal, Espagne, ils ont d'abord effectivement cherché à mailler leur réseau, ça c'est la première chose, aujourd'hui c'est fait. Ils ont ensuite développé effectivement une première gamme dans la niche, en tout cas dans des niches marchés, donc ce qui sont effectivement les 6 mètres et les 8 mètres, parce que par essence, c'est aussi le marché turc. Donc ça convenait effectivement à leur activité et quelque part c'était exportable. Donc nous on a pu en bénéficier. Ensuite, effectivement, la deuxième vague qui arrive aujourd'hui, c'est la production de véhicules standards. Donc les 12 mètres qui représentent effectivement 70% à peu près du marché. Donc sur les 1500 ou les 1600 qui se vendent en France, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc forcément, effectivement, que ce soit en France et d'ailleurs sur l'ensemble des pays européens, c'est forcément des parts de marché à aller chercher. Ils ont effectivement aujourd'hui, et nous avons effectivement grâce à eux développé nos ventes, c'est-à-dire que la technologie et la fabrication de nos véhicules sont bonnes, fiables, nos véhicules sont qualitatifs. On n'a pas pris des parts de marché effectivement parce que le marché, enfin en tout cas, nos volumes ont augmenté, non pas parce que uniquement le volume d'activité augmente, c'est aussi parce qu'on a pris des parts de marché sur l'existant aujourd'hui. Voilà, c'est une des conséquences directes de notre réussite.
Donc effectivement, on ambitionne aujourd'hui d'aller chercher, en tout cas, ce marché existant, ce marché qui est important, avec le 12 mètres et 18 mètres, et ce sera à partir du mois prochain, puisqu'on en saura un peu plus. Pour l'instant, on a très peu d'informations, car Sun cherche à ne pas dévoiler ces infos avant son lancement officiel, juin, quelques jours attendant. Mais par contre, vous avez dévoilé cet autobus en conduite autonome, qui était une première. C'était au début de l'année, sauf erreur. Exactement. Carson, effectivement, a développé ce produit. Donc l'attaque n'a pas voulu effectivement se lancer dans les petits modèles. Ils auraient pu autonomiser le geste. Ça n'a pas été un choix. C'est la première fois effectivement qu'on a un véhicule de ce type, en tout cas un 8 mètres, qui est développé, qui aujourd'hui est commercialisable. Et on a notamment les premiers projets là aujourd'hui avec Keolis là, en Belgique, sur lequel on a effectivement un réseau sur lequel on a déjà des attaques électriques, et on travaille avec eux là sur un véhicule autonome sur ce secteur-là. Voilà, c'est les premiers pas vers l'autonomie. Vincent Lemaire, vous avez décidé d'investir 30 millions sur 10 ans, 30 millions d'euros, avec pour objectif de produire 200 véhicules à hydrogène par an. Et vous avez la commercialisation également d'un articulé de 18 mètres qui serait prévu pour, je crois, 2023. Donc là, il y a une montée en puissance également importante par rapport à Businova. Oui, ben le 18 mètres, c'est un segment important dans le marché de l'autobus. Encore une fois, comme il est plus gros, il a besoin de plus d'énergie, et donc l'hydrogène a tout son sens. Donc on travaille activement là-dessus, tout en mutualisant avec ce qu'on a déjà fait, bien sûr, sur l'architecture véhicule. Et puis on fait nos premiers pas aussi sur l'interurbain. Je le disais tout à l'heure, dans l'interurbain, nos conseils régionaux ont aujourd'hui, s'ils veulent faire des efforts environnementaux, n'ont quasiment que la solution gaz. Et donc l'hydrogène est un sujet qui les tente. Vous avez aussi compris qu'ils sont en train d'acheter des trains hydrogène. Donc ils vont avoir des infra-hydrogènes, des stations. Et vous imaginez bien que ma présidente de région, Carole Delgam, et M. Vauquier, etc., aimeraient beaucoup effectivement des autocars de ligne hydrogène. Et donc nous sommes en train de lancer un projet là, qui allie notre ancien métier, qui est toujours actuel d'ailleurs, celui du prolongement de la durée de vie de matériel, et notre savoir-faire hydrogène, puisqu'on va rétrofiter, on cherche à rétrofiter donc, des autocars de ligne hydrogène, des autocars de ligne thermique avec une techno hydrogène. Donc ça, c'est un projet d'innovation qui est juste lancé. Nous avons une première commande de 15 véhicules. Voilà, donc ça, c'est notre actu en parallèle du sujet bus urbain. Voilà, étant entendu effectivement que pour un autobus urbain, faire du rétrofit avec une pile à combustible, c'est à peu près exclu techniquement pour des raisons d'encombrement. Ça a moins de sens, il y a des problématiques d'encombrement. Un bus hydrogène, il faut mettre des réservoirs quelque part. Oui. Donc si le bus n'est pas fait pour, c'est pas facile d'aller mettre ça sur le toit. Voilà, je crois que... Et puis, le contexte économique est non plus pas le même dans les autorités organisatrices de mobilité urbaine que dans celle des régions. Voilà, donc je crois que le rétrofit a plus de sens sur les gammes interurbaines. Jean-Marc Boucheret, 40% des autobus immatriculés en France l'an dernier étaient des autobus au GNV. Vous le rappeliez tout à l'heure d'ailleurs, Paris va passer devant Stockholm pour devenir finalement la première agglomération européenne pour le biogaz. Comment vous comptez réorganiser la production entre Annonay pour le gaz, Rorthais pour l'électromobilité, et puis accessoirement, est-ce que la marque Liez va perdurer, puisqu'à l'international, les véhicules électriques ne sont déjà plus signés Liez, mais Iveco by Liez. Je dirais ce qui est le plus important, c'est déjà d'avoir les outils industriels, c'est d'avoir développé les produits, de développer le réseau d'après-vente. Si je prends l'exemple du GNV, donc en France, on a grosso modo une centaine de points de service pour assurer l'après-vente de nos véhicules, les pièces de rechange. Donc l'intégralité des points de service ont été formés au GNV, et la conversion de leurs ateliers aussi se fait au gré des prises de commandes d'autobus ou d'autocars GNV, et il en est de même pour les autobus
à batterie. Donc nous avons notre centre de formation qui est à Saint-Priest, qui est très sollicité compte tenu du nombre de véhicules à énergie alternative qui sont mis sur le marché et le nombre de clients qui font ces choix. Donc c'est une conversion de l'entreprise multiple, comme je l'ai cité, à la fois sur les investissements. Alors effectivement, il y a un peu un zéro de plus à notre échelle, mais grosso modo, c'est effectivement le produit, c'est les usines qui sont elles-mêmes couvertes avec un niveau d'exigence, c'est ce qu'on appelle le WCM, le World Class Manufacturing, qui oblige effectivement à être extrêmement efficace sur le moment où on lance les produits. Il faut effectivement qu'ils atteignent un niveau de qualité exemplaire. La formation des points de service, la distribution des pièces de rechange, et puis adossé avec la plateforme télématique Iveco On. Donc c'est tout cet écosystème avec notre capacité aussi à pouvoir prendre en compte des projets clés en main qui embarquent non seulement le véhicule et sa batterie, mais aussi les infrastructures. Nous avons déjà pris les premiers contrats de véhicules clés en main. Le dernier était le cas de Brest, avec à la fois des véhicules avec recharge au dépôt et des véhicules avec recharge par pantographe. Donc toute cette expertise, elle croît pour pouvoir être en mesure de répondre à ces transformations du métier de nos clients. D'accord. Je vous propose, je pense, terminer, car malheureusement le temps passe très très vite et on me fait signe que le délai qui nous était imparti est maintenant achevé. Je voudrais qu'on dise un mot très vite sur le coût des infrastructures. Nicolas Dago, pour les véhicules 100% électriques, c'est quelque chose qui est maintenant parfaitement maîtrisé pour vous. Très clairement oui, d'autant plus qu'effectivement, je vais revenir sur le sujet d'origine, comme on est issu de l'automobile, on est sur des infrastructures plutôt simples. Donc très clairement une wallbox, nous sur un réseau traditionnel, une prise de 120 volts, 32 ampères, et vous mettez votre wallbox et vous branchez votre véhicule. Oui, voilà, c'est un vrai avantage. C'est un vrai avantage. Exactement. Donc nous, pour ce qui nous concerne, c'est archi maîtrisé. Il n'y a pas de sujet. En plus, avec des technologies de recharge toujours lente, bien entendu, puisqu'effectivement on est sur du courant alternatif, mais avec des recharges aujourd'hui qui, pour 88 kW embarqués, mettent pas plus de 4 heures. Donc c'est relativement court. Et sur un attaque qui lui fait 220 kW, on parlait tout à l'heure effectivement de l'évolution du kW embarqué, on va mettre également 5 heures. On est encore plus court que dans l'automobile, lié aux technologies effectivement qui sont installées dans le véhicule. Donc pour nous c'est maîtrisé, et ensuite effectivement il y a bien plus de technologies pour d'autres véhicules avec des recharges rapides. Si on est en courant continu, un véhicule, un geste, c'est 1h30 de recharge et un petit peu moins de 4 heures pour un attaque. Donc oui, c'est bien maîtrisé. En ce qui nous concerne, c'est maîtrisé. C'est très performant. Vincent Lemaire, un électrolyseur dans un dépôt, c'est quelque chose qui va se développer. Alors oui, et puis mais ça... le coût d'un électrolyseur, est-ce qu'on a... Alors donc là aussi on est sur les tout premiers. On a des grands faiseurs en Europe. On en a en France avec McPhy. On a nos énergéticiens, les Air Liquide, les Engie, les EDF Dynamics, et puis des alternatives qui arrivent. Donc il y a une vraie compétition sur ce créneau-là. Donc effectivement, si on fait le choix d'avoir l'électrolyseur, ça peut être un choix tout à fait pertinent sur son dépôt d'autobus, associé à un poste de distribution, puisqu'il va falloir comprimer l'hydrogène pour le mettre dans le bus à 350 bars. Et puis arrivent là d'autres types de solutions qui vont permettre très probablement de faire baisser encore plus vite le coût de l'hydrogène. On vise le 3 € du kilo, avec des très grosses machines, des très grosses installations. Il y en a un peu aux quatre coins de la France maintenant qui commencent à apparaître, avec des systèmes logistiques de l'hydrogène, donc qui vont arriver dans les dépôts sous forme de containers en 500 bars par exemple. Voilà un petit peu les systèmes que vous avez dans Paris. Si vous êtes, je sais pas, à Orly, vous voyez ces tubes Trelor d'Air Liquide. Alors là, on est sous des plus petites pressions, mais voilà, il va se faire il y a des systèmes comme ça qui sont en train de se mettre en place en Europe. Et Jean-Marc Boucheret, une station de compression, c'est à peu près de quel ordre de prix?
Il y a effectivement des ordres de grandeur très variables en fonction de la taille des dépôts. Là, une fois encore, je peux prendre l'exemple de IDFM qui communiquait sur le coût de conversion à la place d'un bus. Donc, c'est un peu plus de 50 000 € de leur point de vue pour un véhicule GNV, un peu plus de 110 000 € pour un véhicule électrique. Si je prends l'exemple des stations GNV qui se créent un petit peu partout en France, parce qu'il y en a beaucoup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui se créent qui sont des stations mixtes au sens flotte privative et en même temps de mettre des pistes ouvertes à l'extérieur. Donc ça, ce sont des cahiers des charges nouveaux de la part des collectivités pour pouvoir permettre, je dirais, aux autres métiers, des artisans par exemple, de venir avec leur fourgon, leur poids lourd, venir faire le plein là où il y aura une grosse station. Quand on est ensuite sur des dépôts, on peut citer celui d'Aubagne Gemnos de la RDT 13, la Régie des Transports des Bouches-du-Rhône. C'est un investissement de 5 millions d'euros qui permet d'accueillir de l'ordre de 80 à 100 autocars au GNV. Donc c'est des investissements qui comportent la conversion du dépôt, sa rénovation et puis les équipements de la station GNV. Donc c'est relativement abordable. Donc je dirais que les prix vont varier jusqu'à ce niveau-là. Par contre, une fois que vous avez atteint ce seuil critique-là, comme on peut l'avoir prochainement à IDFM, mais comme vous l'avez déjà je dirais à Lille, à Transpol ou à la Sémitane, vous avez au-delà de 100 véhicules, ou comme prochainement à la RDT 13, vous avez du coup votre prix du GNV, qui n'est pas celui à la pompe à 1,20 €, 1,25 €, mais qui va être peut-être 2 fois moins. Donc là, vous êtes extrêmement performant au niveau des coûts. Vous êtes globalement inférieur à celui du gazole. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir faire cet investissement patrimonial pour avoir des coûts du gaz comprimés à 200 bars beaucoup plus bas. Bien, eh bien, merci pour toutes ces informations. Je vous propose maintenant qu'on donne la parole à l'auditoire. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, allez-y, écoutez, je vous en prie. Volontiers, oui. Thierry Constantin, de Société Voigt. Il y a un aspect que vous n'avez pas tellement abordé, c'est l'aspect justement de traitement des déchets. Je pense notamment à l'aspect de traitement des batteries. Quand on regarde les choses un petit peu de l'extérieur, on a l'impression, c'est peut-être une impression, que la formule gaz, entre guillemets, poserait moins de problèmes de traitement à la fin de la vie du véhicule que ne peut en poser le traitement de batterie. Et pour ce qui est de l'hydrogène, je reconnais que je n'ai pas véritablement d'opinion, puisqu'on sait qu'on va utiliser moins de batterie, et on va en utiliser quand même. Pour la partie pile à combustible, là, je n'ai absolument aucune idée de la situation en termes de pollution du déchet pile à combustible. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Vincent Lemaire pour Safran. Alors, une pile à combustible, ça c'est constitué pour le cœur technologique de plaques en inox, de matériaux plastiques avec des revêtements catalytiques. Donc là, il n'y a pas de difficulté en termes de recyclabilité de ça. Mais vous avez raison, derrière une pile à combustible, il y a une batterie parce que l'autobus, lorsqu'il va démarrer, va avoir besoin d'envoyer 250 kW, 250 kW. Et donc la pile à combustible, aucune pile à combustible ne sort cette puissance instantanée. C'est pas le but d'avoir une si grosse pile sur un véhicule. C'est pas utile. Donc il y a une batterie tampon, vous avez raison, qui fait effectivement, qui envoie cette puissance pour faire le coup de boost, le coup de démarrage. Et là, on tombe dans les problématiques de toutes les batteries lithium-ion, donc avec une filière qui commence maintenant à s'installer quand même en France. Récupération du lithium, etc. Nicolas Dago, le problème du recyclage des batteries, c'est un problème auquel vous êtes également très sensible. En tout cas, c'est un questionnement assez fort aujourd'hui. Il n'y a pas un appel d'offres où le recyclage des batteries n'apparaît pas. Donc effectivement, en France, il y a 2 structures principales qui recyclent les batteries, dont une filiale de Veolia qui est leader. Alors, aujourd'hui, le chiffre annoncé, c'est 95% de recyclage de la dite batterie. Donc ils ont forcément d'historique, parce qu'ils recyclent aussi bien les batteries automobiles que celles des autobus actuellement, même si effectivement la génération autobus, il y a assez peu je suppose, de batteries aujourd'hui recyclées, puisque c'est quand même assez récent.
Mais en tout cas, dans l'automobile, c'est déjà fait. Donc le chiffre annoncé est de 95%. Voilà. Après, effectivement, ce serait intéressant de confronter, puisque Iveco a les deux technos, donc ce serait intéressant de confronter les chiffres. Eux, ils ont forcément la filière gaz et puis la filière électrique en notion de comparaison. Jean-Marc Boucheret. Je serais très tenté de faire une petite boutade. C'est l'occasion de parler un petit peu du trolleybus, qui est un véhicule sans batterie électrique. Exactement. Un mode extrêmement performant et qu'on oublie trop souvent. Qui a dû commencer il y a une petite centaine d'années. Il doit y avoir encore plusieurs dizaines de milliers de véhicules ou centaines de milliers de véhicules en exploitation dans le monde, et ça continue. Alors effectivement, on finit par l'oublier, mais nous avons toujours cette capacité de produire des trolleybus. Et surtout avec l'IMC, je pense que c'est là surtout avec la véritablement technologie de motion la charging. révolution. Donc on a bien des véhicules qui sont sans moteur à combustion interne, avec une toute petite batterie pour se servir le tour des raquettes de retournement, etc. Donc ça reste totalement pertinent. Il y a des projets qui ne sont pas anodin, je citerai le cas de Prague, qui a un des gros projets, Berlin, qui a des projets aussi significatifs sur Spandau. Donc effectivement, le Citral à Lyon, effectivement, qui continue à la métropole d'être intéressé là-dessus. Nous avons livré les premiers véhicules aussi Crealis in motion charging à Limoges l'an passé. Donc c'est quelque chose qui va encore continuer. Et ça fait aussi partie des petites remarques aussi à faire rajouter dans le projet de transposition, de bien noter que les véhicules trolleybus en font partie. C'est le cas en tout cas dans la transposition dans le droit italien. Voilà, petit aparté sur les trolleybus. Alors effectivement, un véhicule à batterie peut être de technologies différentes. Il peut être avec système pantographe. Donc le système pantographe, nous utilisons des batteries de technologie LTO qui sont valables pour toute la durée de vie du véhicule. Donc on en utilise beaucoup moins. Et donc la quantité de véhicules, la quantité de batteries à recycler est beaucoup moins. Et là, du coup, rapporté au nombre de kilomètres, puisqu'on va en faire beaucoup plus, comme je disais, pratiquement 100 000 kilomètres par an sur les autobus qui sont exploités aux Pays-Bas, rapporté à la quantité kilométrique de la batterie à recycler, ça devient extrêmement intéressant. Alors pour des véhicules conventionnels qui sont à recharge de nuit, effectivement, si vous dites que vous avez à peu près 2 tonnes, 2 tonnes 5, mais que vous en avez 2 jeux dans la durée de vie, vous avez 4 à 5 tonnes de batterie à recycler. Première étape, c'est déjà un usage stationnaire en seconde vie. Donc là, effectivement, le développement de cette filière, nous la préparons pour pouvoir effectivement faire cette seconde vie le meilleur possible. Et puis effectivement, après, la fin de vie de la batterie peut se faire à travers différentes filières qui sont là. Néanmoins, comme on le citait, dans les études analyse du cycle de vie complet, IFPEN, carbone 4, on voit qu'effectivement, c'est quand même extrêmement amélioré par rapport aux véhicules à combustion interne gazole fossile. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, en tout cas pour les véhicules lourds, poids lourds et autobus. Bien, une autre question qui serait à ce moment-là d'ailleurs la dernière, je pense. Oui, monsieur. Bonjour, Philippe Petrov, société Siemens. Avant que PVI... Oui, merci. Bonjour, Philippe Petrov, société Siemens. Avant que PVI ne soit racheté par Renault, ils avaient développé et mis en service sur une base de puzzolaise à l'aéroport de Nice une solution de DRT, donc de VHNS électrique. Et l'énergie, là, c'était des super capacités, donc avec un biberonnage. Forcément, plus de biberonnage et plus souvent qu'avec des batteries nécessaires. Mais ça pouvait marcher très bien, c'était une autre solution. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres constructeurs qui prennent la relève de cette solution-là? Donc une alternative aux batteries, au GNV et avec les combustibles. C'est le TOSA de Genève, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, c'est ça, le TOSA de Genève. Qui a des super capacités. Mais ce n'est pas le seul. Et à Nantes aussi. Après, effectivement, c'est très efficace. Par contre, l'autre inconvénient, c'est qu'on doit recharger beaucoup plus souvent. Et donc là, on doit avoir des mâts beaucoup plus nombreux que dans les systèmes de pantographes, puisque nous, on va mettre de l'ordre de 100 kWh dans un bus
à pantographe. Alors j'ai oublié combien il y a de kilowattheures embarqués en super capa dans un TOSA, mais en tout cas, là pour le coup, le coût complet est plus élevé, pas lié au fait d'avoir été peut-être intelligent avec des super capas, mais c'est sur les infrastructures que du coup, il faut avoir des convertisseurs, être en même temps capable de faire des puissances flash, et on sait que c'est ça qui coûte le plus cher à la fois pour avoir l'alimentation au pied du pantographe et puis le niveau de puissance de conversion à la fois côté infrastructure et véhicule. Donc a priori, ça semble être quand même un inconvénient qui est le coût complet de la chose. Au kilomètre, hein, si on peut dire. Nicolas Dago ou Vincent Lemaire, vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à cette question des supercapacités? Non. Ok, je pense que le temps est venu maintenant de clore cette conférence. Je voudrais remercier nos intervenants pour leur participation. Je voudrais également remercier donc nos partenaires, Carsan, Iveco, Safra, également la société Vertigo qui est experte en stratégie de décarbonation et mécanismes de financement de la transition énergétique. Et enfin, merci à vous qui étiez parmi nous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.